Si la Coupe du Monde 1986 fut une magnifique symphonie du football mondial, l'équipe uruguayenne de cette année-là en fut un chapitre dramatique, intense et pourtant d'une subtilité brillante. Aujourd'hui, nous n'allons pas nous contenter d'analyser les statistiques, mais plonger dans la vie et le destin de 15 âmes qui ont insufflé la puissance de la Garra Charrúa sur le sol mexicain. Laissez votre esprit vagabonder à travers le temps et écoutez les histoires de ces hommes et femmes qui ont fait du terrain de football la scène de leur vie. Fernando Alves était bien plus qu'un simple gardien de but. Il était le dernier rempart de l'équipe uruguayenne de 1986, au cœur de la tempête. À 26 ans, le visage déterminé et des mains qui semblaient posséder des dons magiques, Alves a disputé l'intégralité des 360 minutes du tournoi. On se souvient de lui non pas pour les buts encaissés lors du match cruel contre le Danemark, mais pour ses plongeons réflexes face aux frappes tonitruantes des attaquants ouest-allemands. Sous le soleil brûlant du Mexique, Alves incarnait la résilience et le sang-froid, un gardien qui gardait toujours son calme sous une pression immense. Après avoir quitté le Mexique, la carrière d'Alves fut un parcours incessant de conquêtes à travers des pays comme la Colombie, le Brésil et l'Argentine, avant son retour à Peñarol, son village natal, où il devint une légende. Il ne se contentait pas de capter le ballon avec ses mains, il le faisait avec son cœur, menant son équipe à la gloire nationale et à la victoire en Copa América en 1995. Depuis sa retraite, Alves partage sa passion pour l'entraînement avec la sérénité d'un homme qui a connu les joies et les peines de la vie. Il consacre du temps à sa famille et s'engage dans des actions caritatives auprès d'enfants défavorisés de Montevideo. L'image du gardien de but inébranlable d'antan semble avoir étrangement imprégné sa vie. Quelles que soient les épreuves qu'il traverse, Alves restait imperturbable, le sourire aux lèvres. À 66 ans, il demeure un modèle de dévouement, un homme qui trouve toujours la paix après les tempêtes des terrains de football. Nelson Gutiérrez a participé à la Coupe du Monde 1986 à l'âge de 24 ans, mais son style de jeu était déjà celui d'un vétéran. Avec son approche féroce et intrépide, et une intelligence de jeu remarquable, Gutiérrez a dominé la défense et semé la terreur chez tout attaquant osant pénétrer dans la surface de réparation. Pendant 360 minutes de jeu intense répartis sur 4 matchs, il a incarné l'esprit de la Garra Charrúa, une combativité sans faille jusqu'au bout, mais aussi une grande finesse et un caractère exceptionnel. Après ce tournoi, la vie de Gutiérrez prit un tournant décisif. Il s'installa en Argentine et devint un pilier de l'âge d'or de River Plate, remportant la Copa Libertadores et la Coupe Intercontinentale. Mais surtout, sa reconversion après sa retraite fut remarquable. Au lieu d'opter pour un poste d'entraîneur, Gutiérrez se lance dans le monde des affaires avec la même détermination que sur le terrain. Il devint un homme d'affaires influent, co-fondant Tenfield, une société de médias qui contrôla les droits de diffusion du football uruguayen pendant des décennies. En dehors des terrains, c'est un homme avisé et visionnaire, profondément attaché à sa famille. Sa carrière a également été semée d'embûches et de conflits intenses, liés aux droits d'auteur. Mais Gutiérrez les a toujours affrontés avec la ténacité d'un défenseur inébranlable. Aujourd'hui, à 63 ans, il n'est pas seulement un ancien joueur, mais l'une des figures les plus influentes du football uruguayen, prouvant qu'un roc sur le terrain peut parfaitement bâtir un empire solide dans la vie. Enzo Francescoli était un véritable maître dans l'art du football. À 24 ans, au Mexique en 1986, chacun de ses pas respirait l'élégance, chaque touche de balle rayonnait de noblesse. Bien que l'Uruguay ait joué de manière défensive cette année-là, Enzo était le maillon essentiel, transformant les contre-attaques en frappes fulgurantes. Son penalty transformé contre le Danemark n'était qu'une infime touche dans le chef-d'œuvre qu'il a créé. Les fans du monde entier s'inclinaient devant lui, et le jeune Zinedine Zidane, en France, avait trouvé en Enzo son idole. Le parcours d'Enzo Francescoli, surnommé le Prince, est une saga épique qui l'a mené d'Amérique du Sud à l'Europe. Devenu une légende immortelle à River Plate et une star incontestée de la Ligue 1, il était pourtant derrière les projecteurs. Un homme de famille, un père exemplaire, toujours à l'abri des scandales. Marié à Marielle Yearn, il a bâti avec elle un foyer paisible où le football s'intégrait naturellement à leur quotidien. Après sa retraite sportive, Enzo a pris la direction du football de River Plate, contribuant largement aux nombreux titres continentaux remportés par le club ces 10 dernières années.
chose remarkable. Malgré son style flamboyant sur le terrain, il était d'une grande discrétion et d'une profonde sagesse en dehors. À 64 ans, Enzo Francescoli conserve une allure virile et élégante, témoignant d'un héritage qui ne se limite pas à ses buts, mais qui s'étend à sa manière de vivre et à son dévouement exemplaire au football. Lors de la Coupe du Monde, 1986, Eduardo Acevedo incarnait à la perfection la ténacité du football uruguayen. À 26 ans, il a disputé 330 minutes avec une détermination sans faille, toujours présent dans les zones clés pour soulager ses coéquipiers. Acevedo n'était pas un joueur flamboyant, c'était un véritable bourreau de travail sur le terrain, prêt à sacrifier des moments personnels pour la victoire de l'équipe. Son calme et sa capacité à diriger la défense ont permis à l'Uruguay de tenir tête à de nombreux adversaires redoutables. Après des années passées à jouer au Mexique et en Uruguay, la carrière d'Acevedo prit un tournant décisif lorsqu'il devint entraîneur. Il appliqua à son approche tactique la mentalité d'un défenseur, discipliné, rigorous, mais aussi rusé. Acevedo dirigea plusieurs équipes en Uruguay, au Mexique et au Chili, laissant toujours l'empreinte d'un mentor dévoué et expérimenté. Sa vie personnelle était rythmée par les entraînements et les voyages. Attaché aux valeurs traditionnelles, il insistait toujours sur la loyauté et le respect de soi. Le point commun entre un défenseur inflexible et un entraîneur brillant réside dans leur philosophie commune. Le football est un combat d'intelligence et de volonté. Aujourd'hui, 66 ans, Eduardo Acevedo entraîne toujours avec la même passion qu'à l'été 1986 au Mexique, et chaque match représente pour lui un défi tactique captivant. À 29 ans, Sergio Santin était le poumon de l'Uruguay lors de ce tournoi. Avec 326 minutes de jeu, il était omniprésent sur le terrain, du soutien défensif à l'alimentation offensive. Santin ne s'est jamais plaint, n'a jamais baissé les bras. Il était le genre de joueur dont tout entraîneur rêve. Tenace, intelligent et extrêmement discipliné. Sa présence a permis à des artistes comme Enzo de s'exprimer pleinement. La carrière de Santin en club a été marquée par de brillants succès en Colombie, où son professionnalisme exemplaire lui a valu une grande popularité. Après sa retraite, Santin a choisi une voie singulière, devenir l'adjoint principal de Ricardo Gareca. Pendant plus d'une décennie, il a été le cerveau des succès retentissants de l'équipe nationale péruvienne, contribuant à son retour en Coupe du Monde après 36 ans d'absence. En dehors des terrains, Santin est un homme humble, toujours discret et soucieux de laisser la place aux joueurs et à l'entraîneur. Il consacre son temps libre à des actions communautaires et à l'accompagnement de jeunes joueurs dans leur parcours. Le dévouement discret dont il faisait preuve sur le terrain se retrouve pleinement dans sa vie. À 69 ans, Sergio Santin demeure une source d'inspiration silencieuse, un homme pour qui chaque action de ses joueurs sur le terrain est une source de joie. Victor Diogo, Winghout Hans, fut l'un des plus grands latéraux droits que l'Uruguay ait jamais connu. Lors de la Coupe du Monde, 1986 au Mexique, il joua 270 minutes avec une énergie apparemment inépuisable. Diogo n'était pas seulement un joueur défensif. Il était une force offensive redoutable sur l'aile droite, toujours prêt à se projeter vers l'avant et à délivrer des centres précis. Son agressivité a parfois mis les arbitres sur leur garde, lui valant 2 cartons jaunes. Mais c'était là l'essence même d'un grand joueur, prêt à se battre pour défendre ses couleurs. Après 1986, le parcours de Diogo l'a mené au Brésil, où il est devenu une légende au sein du club de Palmeiras. Sa vie s'inscrivait dans la continuité des valeurs familiales qui l'animaient. Son fils, Carlos Diogo, est devenu par la suite international uruguayenne et a joué pour le Real Madrid, une grande fierté que Victor avait cultivée. Après avoir pris sa retraite du football de haut niveau, il a choisi une vie paisible dans son pays natal, participant à des projets de formation de jeunes footballeurs au sein de sa communauté. Diogo a toujours défendu sa philosophie de vie, l'honnêteté et la force. Véritable guerrier sur le terrain. Il était aussi un père et un grand-père aimant en dehors, inculquant à ses enfants et petits-enfants le sens de la fierté nationale. À 67 ans, Victor Diogo fréquente encore régulièrement les terrains de football locaux, où il trouve de la joie dans les sourires des enfants et les matchs amicaux du week-end. Jorge Barrios, surnommé El Chifle,
était un milieu de terrain intelligent et sûr de lui. À 25 ans, lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique, il était un maillon essentiel de la domination uruguayenne au milieu de terrain. Avec 235 minutes de jeu, Barrios a démontré une excellente qualité de tacle et un sens tactique aigu. Il n'était pas seulement un milieu défensif, mais il était aussi capable d'initier les attaques grâce à des passes longues précises. Après le tournoi, Barrios s'installe en Grèce et devient une figure emblématique de l'Olympiakos. Sa vie après sa retraite sportive mêle entraînement et affaires. Homme franc et direct. Il défend ses convictions jusqu'au bout. Barrios consacre une grande partie de son énergie au développement du football dans les zones rurales défavorisées d'Uruguay, persuadé que ce sport est le moyen le plus rapide de changer le destin des gens. En dehors des terrains, il est un voyageur passionné, toujours à la découverte de nouvelles cultures. Le lien entre son rôle de meneur de jeu et sa vie personnelle réside dans son don pour fédérer. Il sait rassembler les gens autour d'un objectif commun. Aujourd'hui, 64 ans, Jorge Barrios demeure une figure respectée. Un homme qui vit avec raison et passion et qui conserve aux yeux des supporters l'image d'un capitaine exemplaire. Miguel Bosio aborde la Coupe du Monde. 1986 à 26 ans. Porteur de grandes ambitions. Milieu de terrain central talentueux. Il joue à l'intégralité des 198 minutes avec une énergie débordante. Cependant, la vie est parfois plus dure qu'on ne l'imagine. Son carton rouge lors du match contre le Danemark marqua durablement sa carrière durant cette compétition. Bosio, artiste du football, fut entraîné dans un combat trop acharné et, dans un accès de colère incontrôlé, il en paya le prix. Cependant, Bosio ne s'est pas laissé abattre par ce revers. Il a rejoint l'Espagne et a fait ses preuves à Valence, devenant l'un des joueurs étrangers les plus appréciés du club. Après sa retraite, Bosio a mené une brillante carrière en coulisses, travaillant pendant de nombreuses années au sein du staff de recrutement et d'encadrement de Valence. Il a joué un rôle déterminant dans la découverte et l'intégration de nombreux talents sud-américains au football européen. La vie de Bosio témoigne de la capacité à renaître de ses erreurs. En dehors des terrains, c'est un homme calme, humble et extrêmement professionnel, marié et installé en Espagne. Il y a fondé une famille heureuse, tout en restant profondément attaché à son Uruguay natal. À 65 ans, Miguel Bosio continue d'y contribuer au football à sa manière, prouvant qu'un carton rouge sur le terrain ne signifie jamais la fin d'une grande personnalité. José Batista restera à jamais dans l'histoire du football mondial pour avoir reçu le carton rouge le plus rapide de la Coupe du Monde, seulement 56 secondes après son match de 1986 contre l'Écosse. À 23 ans, ce fut un coup dur qui aurait pu ruiner n'importe quelle carrière. Batista quitta le terrain en larmes, sous le regard stupéfait du monde entier. Il fut qualifié de criminel, incarnant le style de jeu violent de l'Uruguay de l'époque. Mais regardez ce que Batista a fait ensuite. Il n'a pas fui. Il est retourné en Argentine, a rejoint le Deportivo espagnol et a disputé plus de 300 matchs, devenant l'un des meilleurs défenseurs du championnat. Batista a effacé, par son talent et son professionnalisme, la tâche de ses 56 secondes fatidiques. Après sa retraite, il s'est tourné vers l'entraînement des jeunes et du football féminin, apprenant à ses élèves à gérer la pression et les dures réalités du métier. En dehors des terrains, Batista est un homme extrêmement amical et ouvert, à l'opposé de l'image de boucher qui lui a été imposée après ce carton rouge il y a des années. Il consacre une grande partie de son temps à des œuvres caritatives, utilisant son histoire pour inspirer ceux qui traversent des difficultés. Aujourd'hui âgé de 63 ans, José Batista vit une vie paisible, ayant appris à sourire en se remémorant le passé, car il sait qu'il a remporté la bataille la plus importante, celle de reconquérir son honneur. Jorge de Silva, surnommé Polilla, la capsule, était l'un des attaquants uruguayens les plus prometteurs lors de la Coupe du Monde 1986 au Mexique. À 24 ans, il a disputé 225 minutes, faisant preuve d'une grande intelligence de jeu et d'un excellent placement. Bien qu'il n'ait pas marqué, son jeu perturbateur a causé d'immenses difficultés aux adversaires de renom comme l'Allemagne de l'Ouest et l'Argentine. Polilla était un attaquant qui jouait avec sa tête, trouvant toujours les moindres failles à exploiter.
La carrière d'entraîneur de Jorge da Silva a connu un tournant décisif lorsqu'il a remporté le championnat national uruguayen et s'est illustré au Moyen-Orient. Fin stratège, il est réputé pour sa philosophie offensive captivante. En dehors des terrains, da Silva est un homme d'une grande élégance, calme et d'un goût raffiné. Il privilégie toujours l'humain dans la gestion de son équipe. Sa vie de famille est épanouie et ses enfants excellent dans leurs domaines respectifs. Son expertise sur le terrain a fait de lui l'un des entraîneurs les plus recherchés d'Amérique du Sud. À 64 ans, Jorge da Silva poursuit son parcours sur le banc, toujours en quête de nouveaux défis et animé par l'ambition d'atteindre les sommets. À 26 ans, Venancio Ramos a apporté à Mexico 1986 son jeu de jambes éblouissant et ses dribbles inspirés sur l'aile droite. En 204 minutes de jeu, il a insufflé une nouvelle vie au style de jeu parfois rigide de son équipe. Ramos jouait comme un enfant avec le ballon, débordant de spontanéité et d'audace. Ses centres portaient toujours un espoir à l'attaque uruguayenne. Après la Coupe du Monde, la carrière de Ramos a connu un essor fulgurant à Peñarol, puis en Europe. Après sa retraite, il a opté pour une vie plus modeste. Il s'est investi dans la formation des jeunes et le commerce de proximité dans sa ville natale d'Artigas. Ramos est une personne très sensible. Il accorde une grande importance à l'amitié et est toujours prêt à aider ses anciens coéquipiers en cas de besoin. En dehors des terrains, il est mélomane et apprécie les chaleureux moments passés en famille. L'image de l'artiste qu'il était demeure intacte dans sa façon d'appréhender la vie. Simple, sans prétention, mais pleine de vie. Aujourd'hui, 65 ans, Venancio Ramos coule des jours paisibles et participe occasionnellement à des matchs d'anciens joueurs où son jeu de jambes continue d'impressionner les spectateurs. Dario Pereira est arrivé au Mexique en 1987 à l'âge de 29 ans, considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de la région. Bien qu'il n'ait joué que 180 minutes pour des raisons tactiques, son talent était indéniable. Il évoluait avec un sang-froid remarquable, sachant toujours neutraliser les situations les plus dangereuses grâce à sa technique et à son intelligence tactique. La carrière de Pereira a véritablement pris son envol au Brésil, à São Paulo, où il est considéré comme l'un des meilleurs joueurs étrangers de l'histoire du club. Après sa retraite de joueur, il s'est reconverti en entraîneur, dirigeant plusieurs grands clubs brésiliens. Homme d'une grande intégrité, Pereira a toujours bénéficié du plus profond respect de ses joueurs et de ses collègues. Installé au Brésil, il y a bâti une vie prospère, sans jamais oublier ses racines uruguayennes. Son parcours témoigne que le talent et le professionnalisme peuvent transcender toutes les frontières. À 69 ans, Dario Pereira est un expert respecté, un père de famille et une figure emblématique de la résilience, qui a consacré sa vie à la beauté du football défensif. Antonio Alzamendi a inscrit le but victorieux et inestimable contre l'Allemagne de l'Ouest lors de la Coupe du Monde 1986. À 30 ans, il possédait l'expérience et la finesse offensive dont l'Uruguay avait besoin. Alzamendi n'avait pas besoin de monopoliser le ballon. La moindre occasion suffisait à punir l'adversaire. Ses 142 minutes de jeu lui ont suffi pour marquer l'histoire du football uruguayen. 1986 fut l'année d'Alzamendi, marquée par un triplé historique avec River Plate et le titre de joueur sud-américain de l'année. Après sa retraite de joueur, il devint un entraîneur et commentateur sportif, renommé en Uruguay et en Argentine. Homme de caractère, n'ayant pas peur de la confrontation, Alzamendi défend toujours ce qui est juste. En dehors des terrains, c'est une personne joviale qui aime raconter des anecdotes amusantes sur sa carrière de joueur. Il consacre une grande partie de son temps à des actions sociales, notamment en encourageant les enfants à pratiquer un sport pour les éloigner des vices. À 69 ans, Antonio Alzamendi restait un héros pour ses supporters, un homme animé d'une passion ardente. Wilmar Cabrera, 26 ans, est un attaquant doté d'une force physique exceptionnelle. Lors de la Coupe du Monde, 1986 au Mexique, il a disputé 135 minutes et a constamment mis en difficulté les défenses adverses grâce à sa capacité à résister aux défenseurs et à remporter les duels aériens. Cabrera est un joueur qui se donne à fond, ne baissant jamais les bras, même dans les situations les plus difficiles. Sa présence a apporté solidité et puissance à l'attaque uruguayenne. Après le tournoi, Cabrera a poursuivi sa carrière en France et en Espagne, s'imposant comme un joueur professionnel exemplaire.
Une fois sa retraite sportive terminée, il s'est tourné vers l'entraînement des jeunes et a connu un grand succès en révélant de nouveaux talents. La vie de Cabrera est simple. Il passe la plupart de son temps en famille et s'adonne à sa passion pour le jardinage. C'est un homme calme et réservé, toujours déterminé. Sa persévérance sur le terrain l'a aidé à surmonter les aléas de la vie après sa retraite. Aujourd'hui âgé de 66 ans, Wilmar Cabrera coule des jours heureux dans sa vie paisible en Uruguay et continue de suivre et d'encourager régulièrement les jeunes générations de joueurs. Mario Saralegui a participé à la Coupe du Monde 1986 à l'âge de 27 ans, au poste de meneur de jeu. Bien que son temps de jeu ait été relativement court, 5,46 minutes, Saralegui a toujours fait preuve d'une grande intelligence tactique et d'une précision chirurgicale dans ses passes. Il comprenait le jeu mieux que quiconque et savait parfaitement moduler le rythme selon les consignes de l'entraîneur. La carrière d'entraîneur de Saralegui à Peñarol fut un parcours fascinant, jalonné de succès. Connu pour sa forte personnalité, parfois controversée, son talent était indéniable. En dehors des terrains, Saralegui était un lecteur passionné et un philosophe, ce qui transparaissait clairement dans sa vision du football. Il considérait ce sport comme une véritable joute intellectuelle. Sa vie était guidée par la recherche constante d'idées nouvelles et d'innovations. À 66 ans, Mario Saralegui demeure une figure emblématique du football uruguayen, un homme qui vit et respire la stratégie, toujours prêt à relever le prochain grand défi.